Bonjour à tous. Donc effectivement, je vous invite à poser vos questions sur l'onglet questions, ce qui nous permettra de voir s'il y a des choses qui ne sont pas claires et sur lesquelles il faut qu'on revienne lors de notre présentation. Nous sommes assez nombreux ce matin. Je vous remercie tous effectivement d'être présents. Je vous demande beaucoup de bienveillance puisque c'est ce qui a animé jusqu'à présent la tenue de nos webinaires sur le mois d'avril, fin mars et le mois d'avril. Je sais qu'on ne pourra pas forcément rentrer en détail sur tous les sujets et vu les quelques spécialistes qui sont présents, forcément il y aura un petit côté frustrant, je dirais, du webinar, mais on va essayer d'être le plus clair possible et le plus didactique possible pour l'ensemble des participants qui ont forcément des niveaux de connaissance, j'imagine, du sujet différents. Ce que je vous propose, puisqu'on a un ordre du jour assez dense, on va essayer de tenir l'agenda de la matinée. Je vais laisser Claire se présenter. Oui, alors bonjour à tous. Claire de la Fouchardière, consultante en protection des données personnelles avec la solution Adéquacy qui permet de manager l'ensemble des obligations liées à la protection des données et la mise en conformité au RGPD. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Et donc Didier Ambroise, moi je suis donc associé fondateur de Dosha Consulting. J'ai une quinzaine d'années sur les systèmes d'information de santé en termes d'accompagnement et notamment sur les problématiques d'hébergement de données de santé et de RGPD. J'ai accompagné une vingtaine d'acteurs dans leur démarche, soit d'agrément hébergeur de données de santé, soit de certification, qui a une nouvelle mouture, mais on va y revenir juste après. Et j'ai notamment accompagné dans les phases de cadrage les hôpitaux de Paris et les hôpitaux de Marseille dans leur réflexion à la sécurisation et la protection de leurs données de santé en tant qu'établissement de santé. Je vous propose donc de dérouler un petit peu les objectifs de la conférence. Donc on va de façon très rapide et très macro faire un petit point sur les initiatives relatives aux données de santé dans le contexte Covid-19, qui est quand même un contexte d'actualité. Il y a quelques sujets un petit peu polémiques et ce n'est pas l'objet de notre webinaire de rentrer sur ce genre de problématiques et de sujets. Donc on va juste exposer un petit peu les initiatives qui sont prises. On va vous rappeler effectivement les principes et les impacts de la réglementation d'hébergeurs de données de santé. Quelques différences et points communs entre hébergement de données de santé et RGPD, puisqu'il y a une articulation à avoir entre ces deux réglementations, l'hébergement de données de santé lié au code de santé publique. Alors, je sais qu'il y a quelques juristes et avocats spécialisés, donc j'espère ne pas dire trop de bêtises, mais Claire me reprendra le cas échéant. Et enfin, parce que ça reboucle par rapport aux initiatives qu'on aura évoquées au départ, il y a effectivement une période un petit peu, je dirais, de mise en suspens ou de dérogation, on va dire, du cadre réglementaire plus globalement dans la santé, mais aussi plus globalement du respect du RGPD ou des libertés publiques. Il n'empêche que ce cadre-là va probablement, et j'espère en tout cas, et on est aligné avec Claire là-dessus, revenir à quelque chose de plus normatif. Ça a permis effectivement des innovations, mais il faut, je pense, pour créer la confiance dans les outils numériques de santé, que ce soit les patients ou les professionnels de santé, faire en sorte que on respecte le cadre qui est fixé et on pourra en échanger à la fin dans les débats et les questions que vous pourrez avoir. J'en suis convaincu, peut faire une différence de notre positionnement français, mais aussi européen, dans l'économie numérique qui est en train de se mettre en place, et on voit bien avec les différents sujets comme le télétravail et téléconsultation et autres sujets d'actualité. Alors j'enchaîne tout de suite pour de façon très très macro. On a vu une forte mobilisation notamment du monde de l'écosystème des startups en santé. Donc la French Tech s'est mobilisée en activant un grand nombre de leurs membres et sur différentes problématiques et thématiques. Et donc ça va effectivement de la création d'outils et de services contre la crise avec voilà des sociétés plutôt spécialisées
sur la santé, mais pas que, jusqu'à des services rendus pour les professionnels de santé ou les patients. Donc on a un très très grand nombre d'initiatives, on va pas les détailler, mais voilà, je pense que vous êtes tous et vous suivez tous l'actualité, je dirais au quotidien, donc voilà, c'était juste une overview, un petit focus forcément sur l'application de contact tracking qui s'appelle Stop Covid en France. Donc là encore, on a voulu faire un focus très détaillé et très français. On n'a pas le temps de regarder les initiatives qui sont faites à l'étranger. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Il n'empêche que ce qui t'a signalé, c'est que cette solution-là ne s'appuie pas sur des données de géolocalisation. On avait abordé ce sujet-là lorsqu'on avait fait le premier webinaire sur l'exploitation des données de vie réelle en santé, où on avait eu quelques initiatives liées à l'utilisation de la carte, de la puce GPS présente dans les smartphones et tous les téléphones pour géolocaliser les patients atteints de Covid-19. Là, on est sur une technologie Bluetooth qui est, semble-t-il, un peu plus sécurisée. En tout cas, un certain nombre d'organismes d'État qui travaillent sur ce sujet-là. J'ai indiqué l'initiative Apple, Google d'un côté et Orange et d'autres, puisqu'en fait Orange n'est pas les seuls, mais Orange a communiqué sur le fait qu'ils avaient une solution qui était disponible et opérationnelle. Voilà, l'idée n'était pas de rentrer dans cette polémique aujourd'hui. Sans rentrer dans cette polémique, l'objectif aussi, c'est quand même de préciser qu'au regard de l'analyse du protocole qui a été fait en particulier par la CNIL, c'est dans l'orientation en tout cas prise, même si on n'a pas les spécifications définitives, ce serait plutôt un traitement de données à caractère personnel et même de données de santé. Alors même si ce sera sur la base d'un pseudonyme, on sera bien dans le périmètre de données de santé, du fait du déclenchement d'une alerte par une personne qui sera infectée. On sera donc directement dans l'indication d'un état de santé. Et donc, là aussi, on rentrerait dans le périmètre des réglementations en lien avec le secteur de la santé et notamment de l'hébergement des données de santé. Comme l'a dit Didier, l'objectif n'est pas de rentrer plus avant dans les discussions qui entourent le déploiement de cette application. Et si vous souhaitez en savoir plus, bien sûr, les autorités de santé et de protection des données ont pu aussi se prononcer sur ce sujet. Vous trouverez beaucoup de choses qui circulent sur les médias et les réseaux sociaux. On a indiqué, mais on y reviendra tout à la fin, c'est vrai que les dernières délibérations de la CNIL sont d'un très très bon niveau, donc je vous invite à retourner à la source. Donc on vous a indiqué les liens, on a fait un lien sur la présentation si vous souhaitez. Alors je sais pas s'il y a les clics là à distance, mais je pense pas, mais les délibérations de la CNIL sont très très bien faites et très bien argumentées, et je vous invite vraiment à lire ces documents-là qu'on a lus avec attention avec Claire. Une autre initiative plutôt sur les aspects recherche médicale, ou en tout cas la création d'une task force qui s'appelle Data versus Covid au niveau du service du Premier ministre. Alors là aussi vous avez un petit lien en raccourci Bitly. Toutes les sociétés qui participeraient ou les startups qui participeraient à ce webinaire et qui auraient des données qui permettraient d'être utilisées par les autorités de recherche médicale et qui souhaitent faire connaître leurs solutions peuvent se connecter sur ce lien-là. Donc là, c'est un appel du fait des contacts que je peux avoir au niveau du Health Data Hub et de cette cellule Task Force mobilisée et très active. J'avais une réunion hier, direction du Health Data Hub. L'objectif, c'est de voir quelles sont les données disponibles qui permettrait d'une part de combattre le Covid, mais aussi de voir comment, dans la période qui va s'ouvrir dans une dizaine de jours, une quinzaine de jours de déconfinement, voir comment on peut éviter une seconde vague de contamination du Covid et que le système de santé, le système hospitalier ne soit pas finalement saturé, comme c'est ce qu'on a voulu essayer et ce qu'on a réussi à éviter avec le confinement généralisé de la population. Enfin, une autre application, donc là plutôt sur la partie télésuivi des patients, donc les patients qui sont atteints de Covid et qui rentrent à leur domicile. Donc l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a mis en place une application disponible écran public et téléchargeable sur les différents stores des smartphones.
Vous avez également la PHP qui a communiqué, il y a eu un communiqué de presse la semaine dernière avec d'autres entités qui sont venues favoriser le déploiement de cette application qui s'appelle Covidom, développée par une start-up que je connais bien qui s'appelle Nouvéal e-santé. Pour la petite histoire, et donc voilà, j'ai été en contact et la PHP m'a recontacté par différents intermédiaires, puisqu'en fait l'application était aujourd'hui hébergée chez AWS, certes hébergeur certifié, mais voilà, dans le contexte actuel de souveraineté numérique et notamment en santé, la PHP souhaite que l'hébergement se fasse chez un hébergeur français, et donc j'ai pu mettre en relation avec quelques hébergeurs de données de santé certifiés français pour que cette application soit déployée plus largement dans un contexte de protection des données, en tout cas de réassurance et de confiance. Je pense que c'est le maître mot à avoir en tête, c'est que toute cette réglementation a pour but de créer la confiance dans l'utilisation de ces outils numériques qui ne sont pour moi que des outils, comme le stéthoscope a pu être à une époque ou l'est encore aujourd'hui, un outil que le professionnel de santé utilise pour soigner. Donc ce n'est pas vocation à remplacer le médecin, mais je pense que ça a vraiment une vocation à aider les médecins et les patients. Claire, je sais que tu as la transition avec cette Alors, slide. quand on parle de données de santé, de quoi parle-t-on? Alors, un petit rappel sera peut-être important pour certains d'entre vous. Il s'agit de données relatives, de données à caractère personnel, relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, et qui révèlent les informations sur l'état de santé de cette personne. C'est une définition là qui ressort du règlement européen sur la protection des données. Nous avions déjà une définition en France, mais dont les contours avaient essentiellement été dessinés par la jurisprudence française, européenne également. Et le RGPD est venu étendre cette notion. Donc aujourd'hui, elle est bien plus large qu'elle n'était auparavant et couvrira donc toute donnée d'identification comme les noms, les prénoms, bien évidemment d'un patient, des informations qui concernent sa vie personnelle, mais également sa couverture sociale, et surtout des informations relatives à sa santé, de type sa pathologie, diagnostic, des prescriptions, des soins, et éventuellement les professionnels de santé qui vont intervenir dans sa prise en charge. Alors, qui est concerné par l'hébergement des données de santé? Ce ne sont pas toutes les données de santé à caractère personnel qui vont avoir à faire l'objet d'un hébergement. Ce sera fonction de l'objectif, de la finalité de l'opération de traitement qui est envisagée. Et donc, vont être concernés les acteurs qui hébergent, dont l'activité est de proposer un service d'hébergement qui porte sur des données de santé à caractère personnel, recueillies dans le contexte d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de patients ou pour le compte des professionnels de santé, des établissements et services de santé et tous les organismes qui réalisent des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social à l'origine de ces données. Donc finalement, on va avoir un grand panel d'acteurs potentiellement concernés dès lors qu'ils interviennent sur des activités de prévention, de soins, de suivi médico-social et social. Donc bien évidemment, les professionnels de santé, les établissements de santé, tous les organismes qui mettent à disposition des services de santé ou à disposition de personnes âgées, dépendantes, etc. Alors, juste en termes d'illustration concrète, typiquement une donnée d'identification patient à l'hôpital, en fonction de la finalité, si elle rentre dans la chaîne soins et donc a vocation à venir alimenter le dossier patient, c'est de la donnée de santé. Par contre, la même donnée de contexte d'arrivée, de date d'entrée, etc., pour des finalités de facturation, n'est pas une donnée de santé. Donc c'est assez étonnant, mais c'est la réalité. Donc en fonction de la finalité de soins, de diagnostic de prévention, de suivi social et médico-social, vous êtes ou pas dans l'obligation d'héberger vos données chez un hébergeur certifié ou anciennement agréé. Alors justement, la réglementation a pu évoluer ces dernières années. En 2018, faisant passer l'obligation d'être agréé à l'obligation de détenir une certification HDS. Donc Didier, si tu veux.
Effectivement, sur la partie certification, la grande différence en fait par rapport à la procédure d'agrément que j'ai pu accompagner un certain nombre de fois, c'est que le cadre était fixé, mais chaque hébergeur avait la liberté de présenter sa solution. Là, avec la certification, il y a une chose très importante, c'est que cette certification s'appuie sur des référentiels internationaux, donc plutôt de type ISO, 27001 sur la sécurité, 20000, 27018, et quelques exigences spécifiques liées à la santé que l'ANS, ex-ASIP Santé, a rajouté dans ce référentiel-là. Et ça permet effectivement de pouvoir voir arriver, alors en bien ou en pas bien, mais des acteurs internationaux sur le sujet, type Amazon ou Microsoft. Il n'empêche que ça permet de comparer les offres sur des choses comparables. Il était très difficile dans le passé de comparer deux hébergeurs en fonction de leur niveau de prestation et d'accompagnement et de responsabilité. Aujourd'hui, avec la certification, notamment parce qu'il y a deux types de certification, un hébergement, une certification d'hébergeur physique et une certification d'hébergeur infogéreur, ça permet vraiment de définir le périmètre de qualité de service finalement de l'hébergeur. En synthèse et en résumé, la certification HDS, c'est un référentiel qui est public et vous le retrouverez sur le site de l'Agence du numérique en santé, avec ASIP Santé. Vous avez un socle qui est 100% de la norme ISO 27001, deux chapitres de la norme ISO 20000, quelques adaptations spécifiques de la 27018 et des exigences spécifiques santé. On ne reviendra pas là dans le webinaire sur le détail, mais on reste bien entendu à votre disposition si vous souhaitez des compléments sur ces aspects-là. Alors, je vais me permettre, n'étant pas juriste, mais sous contrôle de Claire, de vous faire un petit rappel historique des lois et des décrets applicables uniquement sur la protection des données personnelles de santé, puisqu'on ne prend pas en compte là le périmètre qui s'applique à la recherche médicale, qui s'applique à l'autorisation de mise sur le marché de médicaments ou de dispositifs médicaux. On est vraiment sur l'aspect protection des données personnelles. Donc, il faut rappeler que le cœur quand même de la réglementation et de la protection des données personnelles est assez, est ancienne, hein, et puisque c'est la loi du 6 janvier 78, la loi informatique et liberté, modifiée depuis l'arrivée du RGPD, donc par ordonnance du décembre 2018 et un décret d'application de mai 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement la protection des droits des patients. Donc ça, c'est la loi dite Kouchner du 4 mars 2002. La donnée appartient au patient et il peut en disposer de la manière qu'il le souhaite et le médecin en est le dépositaire ou l'établissement de santé en est le dépositaire. Après, c'est un peu plus complexe hein, parce que il y a quelques notions de propriété et de versement des dossiers patients aux archives nationales. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a changé fortement le paradigme dans la santé numérique. C'est qu'avant, le médecin était entre guillemets le propriétaire de la donnée. Aujourd'hui, il en est le dépositaire et donc effectivement, c'est le patient qui doit consentir à ce que la donnée soit stockée, gérée et traitée. On a le décret donc hébergeur de données de santé qui date de quelques années déjà, puisque la première mouture qui impliquait l'agrément hébergeur de données de santé date du 4 janvier 2006 et effectivement modifié en 2018 pour passer à la certification qu'on a évoqué tout à l'heure. Un point important, c'est l'identifiant national de santé. C'est donc ça a été une clé et pour avoir fait des missions d'audit, de procédures d'identito-vigilance pour des agences de e-santé, alors pas en France, hein, c'était dans des principautés ou dans des duchés. Donc, je pense que voilà, européens. On a la chance en France d'avoir un numéro de sécurité sociale qu'on appelle le NIR et qui longtemps été débattu pour savoir s'il devait être l'identifiant national de santé et ça a été fixé par la loi de janvier 2016 et par le décret d'application du 8 octobre 2019 et à compter du 1er janvier 2021 il est obligatoire d'utiliser le NIR comme étant identifiant l'identifiant national de santé dans les systèmes d'information de santé. Un petit décret, mais qui est toujours d'actualité, qui n'a pas, à ma connaissance, été modifié. Je me tourne vers Florence Véon, qui est peut-être toujours en ligne, j'espère, en tout cas. Le décret du confidentialité du 15 mai 2007,
qui lui fixe l'utilisation de moyens d'authentification. Donc il faut distinguer l'identification de l'authentification, savoir qu'un professionnel de santé qui se connecte à un système est bien un professionnel de santé. Donc les ordres sont impliqués dans la gouvernance de l'authentification. Et donc c'est l'utilisation d'une carte dite professionnelle de santé, carte CPS, qui est maintenant ICPS, puisqu'on peut avec les smartphones on peut avoir cette clé d'authentification forte. Et c'est une garantie de la protection des données vraiment de santé, et c'est quelque chose qu'on a en France et que certains pays européens, pour avoir aussi travaillé sur des projets européens, ont d'une autre manière, mais qui nous est très spécifique santé et qui permet effectivement, malgré toutes les critiques qu'il y a pu y avoir, qui permet surtout de sécuriser l'accès aux données de santé. Et depuis effectivement le 27 avril 2016, mais avec une entrée en application au 27 mai ou 25 mai, je sais plus, 5 mai 2018, le règlement européen de protection des données personnelles qui est venu finalement encapsuler une certaine partie. C'est pour ça que j'ai pas les recouvrements sur le décret confidentialité et l'INS qui sont pour moi un petit peu en dehors de ce cadre-là RGPD, qui est venu encapsuler finalement l'historique français. Oui, alors ce que finalement Didier vient d'expliquer, c'est qu'on ne peut pas séparer d'une part la réglementation HDS et la réglementation RGPD, qu'elles ont donc chacune leur historique, mais qu'elles viennent converger également dans le même sens. Elles ont toutes les deux leur place dans l'ordre juridique français depuis l'entrée en application du RGPD le 25 mai 2018. Le RGPD qui a trouvé est pleinement entré dans l'ordre juridique français, et la loi informatique et liberté a même été modifiée pour intégrer certaines spécificités qui pouvaient relever d'une marge de manœuvre nationale. Donc, pour les acteurs du secteur de la santé, on n'a pas à dissocier ces deux réglementations. Les deux, finalement, sont à intégrer et à mettre en œuvre. Avec le RGPD, nous avons deux catégories d'acteurs à bien comprendre, que sont le responsable de traitement et le sous-traitant. Le responsable de traitement étant celui qui définit les finalités et les moyens qui sont mis en œuvre pour déployer une opération de traitement de données, tandis que le sous-traitant va effectuer une opération sur les données pour le compte et sur l'instruction sous l'autorité de cet acteur qui intervient comme responsable de traitement. La réglementation HDS s'articule avec celle du RGPD en ce que les acteurs qui interviennent en qualité d'hébergeurs de données de santé remplissent, s'inscrivent dans la notion de sous-traitant au sens du RGPD en intervenant pour le compte sur l'instruction d'un autre acteur qui leur confie la mission d'hébergement des données de santé. Et donc, ces deux parties, le responsable de traitement et l'hébergeur de données sous-traitant, vont avoir des obligations à satisfaire, que ce soit donc au titre du RGPD et au titre de la réglementation sur l'hébergement des données de santé. De façon très synthétique et schématique, on peut considérer que finalement, la réglementation sur l'hébergement des données de santé et les référentiels qui ont été adoptés portent sur les dispositifs de sécurité à mettre en place pour renforcer et garantir la sécurité et la protection des données de santé collectées dans le cadre de l'opération sur les données de santé, tandis que le RGPD va avoir une couverture qui englobe celle des dispositifs de sécurité prévus par ces référentiels HDS et prévoir d'autres obligations qui sont complémentaires. Et donc, en ce sens, le respect de la réglementation sur l'hébergement des données de santé et la satisfaction aux conditions du référentiel HDS va dans le sens de la preuve, apporte des éléments qui attestent de la conformité tel que cela est prévu par le RGPD. Sachant que le RGPD s'inscrit dans une logique de conformité continue,
Donc, les dispositifs de sécurité également de différentes natures, l'encadrement plus juridique, le respect d'un certain nombre de principes fondamentaux doit se faire dans le temps, être revisité dans le temps pour garantir à tout moment la conformité de l'opération de traitement de données. Ce que je vous propose, c'est de reprendre les grandes familles de mesures qui sont attendues à la fois par le RGPD et par le référentiel sur l'hébergement de données de santé, en spécifiant que quasiment l'ensemble des grandes mesures que nous avons là listées sur cette slide concernent les deux catégories d'acteurs dont on vient de parler. À la fois celui qui définit les contours du service, de la plateforme qui va être déployée, et également le sous-traitant de type hébergeur de données de santé qui va assurer une partie de l'opération de traitement en mettant en place l'hébergement des données de santé. Je précise également à titre liminaire, avant de rentrer dans ces grandes mesures, que le RGPD a mis en place une logique de responsabilisation des acteurs tout au long de la chaîne de traitement. Ce sont donc et le responsable de traitement et le sous-traitant qui ont une responsabilité, chacun à leur niveau, mais également de l'ensemble pour garantir la sécurité de l'opération de traitement. Alors, l'une des premières mesures prévues par le règlement général sur la protection des données est pour l'organisme de désigner un délégué à la protection des données. Et donc, que ce soit l'acteur responsable de traitement ou l'acteur hébergeur de données de santé, ils seront concernés par ce dispositif-là, également l'HDS, dans la mesure où on est sur le traitement de données sensibles, qui sont les données de santé, au sens du RGPD, et un traitement de ces données dans une large échelle. Il est également prévu la constitution d'un registre, c'est-à-dire une sorte de recueil des activités de traitement qui sont effectuées, donc à la fois par le responsable de traitement et par le sous-traitant pour l'ensemble de ces donneurs d'ordre, et qui a vocation à décrire l'opération de traitement selon différentes natures d'informations attendues. Une analyse d'impact, une analyse de risque relatif à la protection des données et en regard de la personne qui est concernée par le traitement, donc par le patient, par le bénéficiaire d'un service, aura à être déployée. Ce n'est pas une obligation nouvelle puisque la réglementation HDS l'envisageait déjà. Alors, je vais te laisser préciser, Didier. Oui, effectivement. Et puis, je vois qu'il y a une question sur l'analyse d'impact. Est-ce qu'elle doit être aussi faite par le sous-traitant? La réponse est oui, parce qu'effectivement, dans le cadre alors, si on parle de l'ancienne mouture agrément, vous aviez la liberté d'utiliser n'importe quelle méthode d'analyse de risque. En France, pour les autorités et les entités publiques, on a la méthode de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est la méthode EBIOS, donc qui est robuste et qui tient la route. Et effectivement, avec la certification HDS, il est recommandé de s'appuyer sur l'analyse de risque, 27001. Donc effectivement, si vous êtes hébergé, comme le disait Claire précédemment, chez un hébergeur certifié, cela ne vous exonère pas en tant que responsable de traitement de faire votre propre analyse de risque, tenant compte d'un sous-traitant qui lui-même a son analyse de risque sur son périmètre hébergeur de données de santé, mais il faut que la sécurité soit assurée de bout en bout. C'est-à-dire que du début de la collecte de l'information jusqu'à son hébergement, son archivage et y compris ensuite sa restitution, il faut que l'ensemble de la chaîne de traitement soit sécurisé. Donc j'espère que je réponds à la question, mais voilà, c'est cumulatif, hein, c'est pour ça qu'on l'a mis à chaque fois. Ce n'est pas, et ça, je crois qu'il y a une question qui est posée, la certification HDS, est-ce qu'elle inclut par défaut le respect du RGPD? Je dirais en théorie oui, puisqu'il faut respecter les deux réglementations. Et pour avoir mené quelques audits, notamment récemment, sur l'aspect HDS, je me suis rendu compte que mon client, puisque c'est le cas, n'était pas conforme au RGPD. Donc, je lui ai vivement recommandé de se mettre en conformité déjà sur le RGPD et en parallèle, travailler sur la démarche de certification HDS en s'appuyant sur la 27001. Oui, pour préciser, pour répondre à Ophélie qui nous pose la question, certaines des exigences sont effectivement couvertes peut-être par défaut par la certification, mais pas tout. Donc, on ne peut pas occulter la partie respect du RGPD lorsque l'on a recours à un hébergeur certifié.
Oui. Et notamment, les coches vertes dans la colonne RGPD concernent, pour la plupart, les deux acteurs. Donc, celui qui confie également l'hébergement à un acteur qui a une certification. Donc, c'est pas tout d'avoir un hébergeur agréé. Enfin, on ne peut pas se dire j'ai satisfait à l'ensemble de mes obligations. Vous en avez également en qualité de responsable de traitement. Transparence, information, effectivement, ça c'est une obligation générale d'expliquer les contours du traitement qui est envisagé et également informer vos patients, vos bénéficiaires de votre service que les données sont hébergées chez un hébergeur HDS en lui donnant une faculté de s'opposer. Recueil du consentement, si le traitement repose sur le fondement juridique qu'est le consentement, je ne m'appesantis pas là-dessus. L'encadrement de la relation de sous-traitance, donc un contrat qui définit les rôles et responsabilités du responsable de traitement et du sous-traitant à être mis en place, doit prévoir le respect des obligations de chaque partie. Donc là encore, elles vont être posées dans le contrat. Permettre de définir que l'hébergeur HDS doit vous aider si vous avez la qualité de responsable de traitement pour satisfaire à plusieurs des obligations que vous avez au titre du RGPD. Par exemple, répondre à des demandes d'exercice des droits, par exemple, vous aider à répondre et à mettre en place les moyens pour gérer une violation de données et notifier cette violation aux autorités compétentes. Bien sûr, le sous-traitant, par rapport à son responsable de traitement, devra l'alerter en cas de mise en œuvre d'instructions qui sont en dehors du périmètre attendu. À l'issue du contrat, les données devront être restituées, ou en tout cas leur sort devra être défini, y compris si elles sont détruites. Et la collaboration aux audits que peut mettre en place un acteur responsable de traitement aura à être définie également. Autres obligations, donc effectivement, pouvoir notifier des violations de données et à recueillir l'assistance de l'hébergeur de données sur ce point-là, gérer des demandes d'exercice de droit et pouvoir apporter également une assistance de la part de l'hébergeur de données de santé, mise en œuvre des audits et y collaborer pour l'hébergeur de données de santé. La mise en place des mesures de sécurité qui sont attendues et par le référentiel HDS et par le RGPD repose sur les deux acteurs, le responsable de traitement et le sous-traitant. Sous-traitant qui doit apporter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques, organisationnelles appropriées qui vont assurer la sécurité et la protection des droits des personnes dont on collecte les données. Et le responsable de traitement qui doit aussi, et là aussi dans la logique de la chaîne de responsabilisation, se porter garant du fait qu'il a choisi ce sous-traitant hébergeur de données de santé, de la bonne mise en œuvre de ces dispositifs de sécurité attendus. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsqu'un acteur responsable de traitement, peut-être comme vous, avez recours à un hébergeur de données de santé certifié, pour autant, les obligations au titre du RGPD qui le concernent demeurent. Il ne peut pas considérer que tout est rempli par le fait qu'il a un recours à un HDS. Et donc, dans cette logique de responsabilisation, c'est bien toute la chaîne des acteurs qui est concernée. Et effectivement, vous voyez bien qu'on est sur une problématique qui n'est pas que technique, sécurité, qui n'est pas que juridique, mais qui est également organisationnelle. Et la certification HDS et précédemment l'agrément HDS oblige ceux qui veulent se faire certifier à avoir une approche globale de toutes ces problématiques-là et toujours à avoir en tête la sécurité des données et la protection des données de santé, je dirais by design. Alors, de façon plus chronologique, si l'on peut rappeler les grandes obligations de chaque côté en fait, de la chaîne des acteurs et tout au long du déploiement de l'opération d'hébergement des données de santé, effectivement, l'une des pierres angulaires du dispositif sera la contractualisation qui reprendra les caractéristiques du traitement sous-traité, l'hébergement des données de santé, bien sûr les types de données et les catégories de données, les obligations, les droits de chaque acteur. Un contrat qui rappellera l'assistance que doit déployer
l'acteur HDS auprès du responsable de traitement, notamment pour la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, la mise à jour de l'analyse d'impact et autres éventuellement obligations. La tenue d'un registre à la fois par l'hébergeur de données de santé pour chaque traitement qui est hébergé, avec les noms, les coordonnées de l'acteur responsable de traitement qui est son donneur d'ordre, qui est son client, et les catégories de traitement de données qu'il effectue pour son compte. Et du côté de l'acteur qui confie l'hébergement de ces données de santé, effectivement, l'acteur hébergeur de données de santé doit apparaître dans les acteurs qui interviennent pour la mise en œuvre du traitement. Les instructions auront à être éventuellement aussi définies en amont, mais après tout au long du contrat. Les autorisations de recours à une éventuelle sous-traitance ultérieure auront à être encadrées et toutes les obligations qui pèsent sur l'HDS à être éventuellement propagées si jamais on était dans un cas avec une sous-traitance ultérieure. Au long de la mise en œuvre de l'opération d'hébergement de données de santé, effectivement, toutes les instructions qui viennent du responsable de traitement auront à être documentées, l'assistance à être mise en œuvre, contribution aux différents événements qui peuvent survenir, de type une violation de données, et effectivement, par exemple, des exercices de droit qui pourraient survenir. À l'issue du contrat, l'hébergeur de données de santé, conformément aux instructions qui auront été données par l'acteur responsable de traitement, aura à restituer les données, donc que ce soit une restitution ou alors une destruction ou une anonymisation selon les conditions définies en amont. C'était donc pour vous présenter l'ensemble des obligations qui se présentent pour chacune des parties tout au long de l'opération d'hébergement et qui suppose d'avoir effectivement satisfait à la fois des conditions posées par la réglementation HDS et par la réglementation RGPD, les deux s'articulant. S'il y a une question qui se pose sur le sujet, oui. Le RGPD ne pose pas l'obligation aux sous-traitants d'informer les personnes concernées ni de faire une analyse d'impact. L'information reposera sur l'acteur responsable de traitement, tandis que l'analyse d'impact sera à la charge des deux acteurs, l'hébergeur HDS pouvant contribuer assister le responsable de traitement pour lui permettre de mener une analyse d'impact pour l'opération de traitement qui lui est confiée. Donc, se mettre en conformité au RGPD et à la réglementation HDS implique de prendre en compte ces différentes mesures, ces grandes catégories de mesures que nous avons évoquées. Aujourd'hui, on le voit par rapport aux nombreuses initiatives qui ont été déployées pour répondre à l'urgence sanitaire, que des dérogations ont pu être mises en place. Donc, je peux prendre l'exemple là, j'ai en tête celui de la téléconsultation, que beaucoup de portes ouvertes ont été ouvertes, ont été ouvertes pour ce temps de crise. Cependant, elles ont une durée limitée. C'est à titre dérogatoire, on est dans une phase de tolérance et que le risque pour demain, si c'était si les limites, dire temporelles, étaient franchies, ce serait d'être dans une forme d'accoutumance à un niveau, on va dire, dégradé de la protection des données. Donc aujourd'hui, bien sûr, l'urgence sanitaire fait que l'on agit ainsi, même si la réglementation permet d'articuler l'urgence sanitaire avec les dispositifs de protection de la donnée des personnes. Le risque est quand même de dégrader le niveau et comme le disait Didier en introduction, on est bien avec un objectif sous-jacent aussi de renforcement de la confiance dans le numérique comme un moyen de gestion de la crise et qu'il y a un véritable enjeu, on va dire, pour avoir une effectivité en fait dans les dispositifs que l'on souhaite déployer. Ces différentes mesures qui viennent du RGPD, qui viennent de la réglementation HDS, ont leur importance, on va dire, en amont aussi du déploiement des différents projets. Donc là, on est parti effectivement peut-être parfois un peu tête baissée pour répondre à cette urgence sanitaire. Vraiment se poser la question de savoir comment on peut les renforcer et comment, et pour l'avenir, on peut aussi les intégrer en amont dans le développement des projets. Le RGPD évoque le privacy by design qui consiste à effectivement intégrer en amont des projets ou du développement de plateformes, d'applications ou de services cette réglementation sur la protection des données, les attendus de la protection des données, pour évidemment limiter les coûts par la suite, limiter les surcoûts
éviter des contentieux, éviter des plaintes, éviter d'attirer l'attention peut-être des autorités de protection des données sous la forme de contrôle. Et je précise que donc bien avant la phase dans laquelle on est, la CNIL a sorti en ce début d'année ces champs de contrôle pour l'année 2020, au titre desquels figuraient les données de santé et les données de géolocalisation. On est donc en plein dans le sujet. Tout à fait. Et pour peut-être conclure quand même sur une note un peu positive, et on est vraiment dans, alors sans employer des grands mots, mais dans la géostratégie aussi au niveau international. J'ai accompagné il y a quelques années un acteur donc du dispositif médical dont le siège est dans un pays anglo-saxon, les développements réalisés dans un autre pays anglo-saxon et le juridique dans un troisième pays. Et avec la directrice France qui se posait la question en disant le groupe veut lancer une application mobile et je suis démuni pour leur donner un argumentaire disant qu'en France on peut pas faire un hébergement chez un GAFA. Et donc je suis intervenu pour effectivement présenter les contraintes réglementaires qui s'imposent à l'hébergement et à la protection des données personnelles en France et plus globalement au niveau européen. Et en fait, ça a été une opportunité et non pas une contrainte au niveau de ce groupe du dispositif médical de dire, eh ben en fait, la France est entre guillemets un peu au-dessus en termes d'exigence sur la protection des données personnelles, donc on va héberger nos données mondiales chez un hébergeur français, puisque déjà on sera dans un périmètre européen RGPD et en plus de ça au niveau français sur un sous-périmètre HDS qui est plus exigeant en termes de protection des données de santé, et ça devient un argument commercial finalement pour ce groupe-là en disant bah nous, à la différence de nos concurrents, on est sécure sur les données et elles sont pas hébergées dans un cadre juridique international qui serait moins disant, que ça soit côté je dirais États-Unis et côté chinois. Voilà. Je ne sais pas bien comment se situe la Russie dans cette géostratégie internationale, mais il y a des spécialistes dans les milieux autorisés qui sont beaucoup plus experts que moi. Ouais. Peut-être juste pour conclure, parce que je vois l'heure qui tourne, je crois qu'on n'a pas de questions complémentaires et on y a répondu au fil de l'eau. J'espère que ce webinaire vous a intéressé et on a essayé de tenir le timing. Je crois qu'on est plutôt pas mal avec Claire. Deux petites slides très globales, mais que vous retrouverez également sur nos sites internet respectifs. Voilà nos offres en fait et qui chez Dosha Consulting vous verrez, sont complètement alignés avec ces problématiques de protection des données personnelles, que ce soit en termes de gouvernance des données, de cybersécurité, d'innovation télémédecine, de RGPD et de certification, et aussi forcément d'utilisation de ces données pour des finalités de type smart data, mais dans le sens smart en anglais c'est intelligence, donc vous voyez que c'est un petit jeu de mots sur IA et data. Et côté effectivement adéquacy, si tu veux. Adéquacy, effectivement, donc nous proposons une solution de management de la protection des données qui couvre l'ensemble des chantiers de mise en conformité prévus par le RGPD. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin que vous interveniez en qualité de responsable de traitement ou de sous-traitant, puisque finalement, on l'a vu, l'ensemble des acteurs de la chaîne est concerné par cette mise en conformité RGPD. N'hésitez pas à revenir vers nous, ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur vos problématiques de mise en conformité. Et l'objectif étant de vous faciliter la prise en main de ce sujet qu'est le RGPD et de répondre avec aisance et de façon accompagnée sur l'ensemble des problématiques couvertes par la protection des données. Voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit message mail pour obtenir le support qu'on va effectivement vous partager. Je vois qu'il y a deux questions qui arrivent. Je ne sais pas si on arrive en 1 minute à y répondre. Sur l'hébergement de données de santé, un cloud public type AWS peut-il être suffisant s'il est certifié HDS ou obligation de passer par un AGS français? Alors, AWS est certifié HDS, donc j'ai pas de souci sur le fait qu'il respecte toutes les normes ISO 27001. Après, c'est une question de, je dirais, de perception de vos clients. Enfin, je sais pas si vous avez des clients français, et donc c'est la perception finalement par rapport aux GAFAM
au GAFA. Microsoft est un peu particulier quand même dans ce dispositif-là. Voilà, c'est une question de perception. En soi, il n'y a pas de problématique, ils sont certifiés, et ça a été fait correctement en termes d'audit par les organismes certificateurs. Après, il y a effectivement un petit peu de friction probablement avec le CyberAct américain. Là, on n'a pas creusé le sujet. Ça peut être l'occasion d'un séminaire, d'un webinaire complémentaire. On va y réfléchir avec Claire, le cas échéant. Il y a une autre question sur la finalité. Vous avez parlé de finalité, mais je croyais que le texte évoquait le cadre de la collecte. Je saisis pas forcément bien la Oui, moi non plus, je suis pas sûre d'avoir bien saisi la question. Peut-être juste pour rappeler ce qu'on disait initialement, que le recours à un hébergeur certifié de données de santé concernera les acteurs de type établissement de services de santé ou des organismes qui réalisent des missions prévention, soins, suivi social et médico-social. Et c'est dans ce contexte-là qu'il s'agira d'avoir recours à un hébergeur de données de santé. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, on est à votre disposition, Madame Coutel, pour aller plus en avant si besoin. Tout à fait. Je vous remercie tous. Nous avons tenu le timing, donc je vous remercie de votre participation, de votre bienveillance, et effectivement, nous sommes à votre disposition pour échanger plus en amont sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Et merci aux uns et aux autres d'avoir suivi les différents webinaires tout au long de ce mois. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets-là. N'hésitez pas à revenir vers nous pour que nous poursuivions les échanges sur ces problématiques. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.